Donc aujourd'hui, on va essayer de finaliser en termes de cours. Et puis on aura une séance. Termine le cours aujourd'hui. On essaie de continuer sur l'exercice, la fiche que j'ai donnée hier. Et puis, je vais donner une autre fiche dans le courant de la journée que vous allez faire pour une dernière séance. On va dire quoi, mardi matin. Comme ça, on fera comme un micro. Le vendredi, je vous donne un devoir que vous allez rendre le dimanche. Je peux rappeler ce qu'on a vu, on a vu hier. Vous avez reçu les documents, non? Ouvrez vos micros, vous parlez. Mais il continue de dormir. Basso, ça, tu dors encore. Ils ne sont pas là ou quoi? Embo. Monsieur. Oui, vous avez reçu les documents, non? Monsieur. Vous avez reçu les documents? Oui, monsieur. D'accord. Monsieur, hier, nous avons parlé de l'investissement. D'accord. Nous avons dit que l'investissement est l'acquisition des biens de production. OK. Et que l'investissement privé a pour but d'avoir ou faire du profit, contrairement à l'investissement public. Nous avons également dit qu'il existe 3 types d'investissements, dont matériel, financier et immatériel. Mais comme macro, Oui. on va retenir 2 types d'investissements, dont matériel et immatériel. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai retenu. Eh bien, qui d'autre? Olivia. Olivia a fermé son micro pour ne pas parler. Ayman. Ah, monsieur. Oui. Monsieur, moi, j'ai eu un problème de connexion hier. Donc, tu n'as pas suivi la suite. Non, je n'ai pas suivi la suite. Mais tu as reçu les documents, non? Oui, monsieur, j'ai reçu les documents. Oui. Ah, monsieur. En recevant les documents, j'ai vu qu'on a parlé de l'investissement. On a dit que c'était l'acquisition des biens de production et qu'on avait 3 types d'investissements, financiers, matériels et immatériels. Aussi, dans les investissements, nous avons vu différentes théories, notamment des théories je suis perdu. Quelle théorie? Safi, quelle théorie? Monsieur. Oui. Monsieur, moi, j'ai retenu les différentes formes d'investissement. On a parlé de l'investissement de capacité l'investissement de capacité va permettre d'augmenter les capacités de production, mais souvent, on remplace l'homme par la machine. Il y avait l'investissement de remplacement, donc c'est pour renouveler le capital qui est usé ou bien obsolète. Et il y a aussi l'investissement de productivité. Donc, c'est pour accroître l'efficacité du travail humain. Ça n'a aucune influence sur le travail. Contrairement à l'investissement de capacité, l'investissement de remplacement, ça ne va pas remplacer la machine par l'homme, mais ça va permettre d'accroître la productivité du travail de l'homme. D'accord. Maintenant, quels sont les critères
pour décider d'investir ou pas? Sur quoi on s'appuie pour décider d'investir ou pas? On s'appuie sur le taux d'intérêt et Sur le taux d'intérêt, non. le Monsieur, taux de rendement interne. Il y a deux critères, lesquels? la valeur actualisée Valeur nette nette et et le taux de rendement. rendement interne. Oui, donc le taux de rendement interne et puis là, Valeur la valeur Actualisée nette. la valeur actualisée nette. Alors, au niveau de la valeur actualisée nette, comment est-ce que la décision se fait? On a dit que si elle est supérieure à 0, Elle, c'est quoi? la valeur actualisée nette, Oui. si elle est supérieure à 0, ça veut dire que le projet va être rentable. Si elle est inférieure à 0, c'est que le projet ne va pas être rentable. Donc, vaut mieux ne pas investir. OK. Maintenant, quand vous avez deux projets, comment est-ce que vous décidez de faire l'un ou l'autre? Quand on a deux projets, on calcule, on va faire la vanne du premier projet, donc la vanne A. On va aussi calculer la vanne du deuxième projet qui sera la vanne B et on va comparer les deux vannes. Très bien. Donc, on compare les deux vannes et on retient le projet. Oui. Donc, on retient la réalisation du projet qui est la vanne la plus élevée, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, quelle est la différence entre la vanne et le tri pour l'efficacité marginale du capital? Quelle différence? Oh, la question, c'est pour tout le monde, hein? Parce que ça, je n'étais pas encore entendu. Monsieur, j'ai parlé. Qu'est-ce que tu Monsieur, as au dit? fait, j'ai Oui. parlé au tout début. Au fait, hier, il y avait coupure chez moi et j'ai pas pu finir Monsieur, le cours. J'ai juste suivi le début. Ginelle, Je suis avec Man. comment? oh, Ne m'entends pas? Je n'ai pas entendu. Monsieur, on ne l'entend pas, monsieur. Elle a un problème de micro. Donc, elle nous écoute sans pouvoir parler. Oui, monsieur. Et Ibondo, est-ce qu'il a retenu? Monsieur, j'étais pas là hier. Il n'était pas là hier. Oui, j'ai pas pu assister au cours. D'accord. Fondamentalement, il n'y a pas de différence. C'est juste deux critères, mais avec des méthodes de calcul, des méthodes différentes. Sinon, les deux critères sont les mêmes. L'autre s'appuie, le critère du tri s'appuie sur la théorie avancée par Keynes. Donc, déterminer un taux maximal auquel l'entrepreneur est prêt, un taux maximal auquel l'entrepreneur est prêt à supporter sans renoncer à son projet. Donc, on va comparer ce taux maximal-là au taux d'intérêt en vigueur. Donc, pour Keynes, un entrepreneur est prêt à supporter un taux maximal. Donc, si ce taux-là, il est inférieur, au taux d'intérêt en vigueur, l'entrepreneur ne va pas investir.
Mais par contre, si ce taux est supérieur, il se dit que le projet est rentable et donc il va investir dans le projet. Donc, il n'y a pas de différence fondamentale entre le tri et la vanne. C'est juste des méthodes de calcul différentes. Bien. Quoi d'autre? Quelle relation faites-vous entre taux d'intérêt et investissement? Monsieur, la relation entre taux d'intérêt et investissement. Oui. Monsieur, taux d'intérêt et investissement. Parlez plus fort. Je n'entends rien. Monsieur, la relation entre le taux d'intérêt et les investissements, monsieur. Oui. Monsieur, ici, on va dire qu'on investit, monsieur, par rapport au taux d'intérêt que l'on s'attend. Donc, l'investissement dépend des taux d'intérêt. Mais comment? Hein, cette dépendance, on peut la caractériser comment? Mais si on peut la caractériser par... Quelle relation? Quelle relation? C'est une relation positive, une relation négative? Est-ce que je veux savoir? Mais si on peut dire que c'est une relation positive. On peut dire où c'est une relation positive. Bon, mais c'est une relation positive. C'est une relation positive. C'est une relation positive. Oui, monsieur. Oui, Pourquoi? Monsieur, Pourquoi vous dites une relation positive? Monsieur, moi je dirais que parce que les deux se complètent. Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Monsieur, c'est une relation positive parce que si si on parle déjà de taux d'intérêt et d'investissement, on suppose donc que on va prendre son argent, on va aller le placer, on va aller placer ça dans une institution financière. Et sachant que quand tu pars déposer, on te donne un taux d'intérêt. Ça veut dire que forcément, quand tu pars déposer ta somme, quand le temps ne va faire que passer, il y aura des... Comment ça s'appelle? On va te donner des intérêts pour ça, liés au placement que tu vas faire. Donc, avec les intérêts là, tu ne vas faire que gagner en fait. Voilà pourquoi la relation est positive. Non. Une relation négative entre taux d'intérêt et investissement. Relation négative. On l'a dit hier, quand le taux d'intérêt est élevé, les gens préfèrent aller sur le marché. Les gens préfèrent aller sur le marché boursier, sur le marché financier, que d'acheter du matériel durable. Parce que là-bas, c'est plus rentable. Par contre, quand le taux d'intérêt est bas, les gens ont tendance à abandonner le marché financier pour faire des investissements en matériel durable. Donc, pas d'investissement financier. Et donc, investissement ici, investissement, comme on a défini comme étant l'acquisition de matériel durable, Monsieur, entre taux d'intérêt et investissement. Oui. Je ne saisis pas bien. On a défini l'investissement comme étant quoi? Monsieur, comme étant l'acquisition de biens de production. Acquisition de biens de production, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et on a dit qu'en macroéconomie, on avait deux types. Investissement matériel et investissement immatériel. Monsieur.
On est d'accord, Ah non? oui, monsieur, c'est vrai. Alors que un investissement, alors qu'aller mettre de l'argent sur le marché, acheter des titres sur le marché Un financier, sur le investissement marché, c'est financier. un investissement aussi, Oui, monsieur. mais il n'est pas considéré en macroéconomie comme étant un investissement. Acquisition de matériel de production. Parce qu'en achetant des titres, vous ne produisez rien. Vous faites des placements, tout simplement. Et donc, lorsque le taux d'intérêt est élevé, les agents économiques ont tendance à aller faire des investissements sur le marché financier que plutôt sur le marché des biens et services. Alors que cet investissement n'est pas comptabilisé en macroéconomie comme étant un investissement, une acquisition de matériel de production. Quand le taux d'intérêt est bas, les gens abandonnent le marché financier, mais se rendent sur le marché des biens et services, donc préfèrent acheter le matériel de production parce qu'ils anticipent une hausse du taux d'intérêt. Ce qui fait qu'il y a une relation inverse entre taux d'intérêt et investissement. Donc, quand le taux d'intérêt est élevé, l'investissement est faible. Quand le taux d'intérêt est faible, l'investissement est élevé. C'est bon? Oui, monsieur. Quoi d'autre? Notion d'amortissement, notion taux d'investissement net, investissement brut. OK, donc on va passer au dernier chapitre pratiquement de notre analyse macroéconomique. Bon, donc, on a vu les différents éléments. On a vu les différents éléments qui constituent, sinon les différents agrégats qui sont importants en macroéconomie. Maintenant, ce qui va intéresser la macro, c'est de savoir à quel moment on atteint l'équilibre. On a dit la macroéconomie étudie l'économie dans son ensemble, dans tous ses aspects, de production, de consommation, et ainsi de suite. Donc, pour avoir l'impact d'ensemble, il faut analyser l'équilibre conjoint sur tous les marchés qui constituent notre économie. Donc, on a vu le marché des biens et services, le marché de la monnaie, marché des biens et services, marché de la monnaie. Sur chacun des marchés, il y a un équilibre qui est fait. Donc, sur le marché des biens et services, il y a un équilibre qui se crée. Donc, l'équilibre qui détermine le prix et les quantités qui sont offertes. Sur le marché de la monnaie, il y a aussi un équilibre qui est fait. L'équilibre qui détermine les quantités d'offres et de demandes qui sont échangées. Il détermine les quantités d'offres et de demandes qui sont échangées. Et donc, la macro va se charger d'étudier l'équilibre d'ensemble. C'est ce qu'on a appelé le modèle ISLM. Tout le monde voit mon tableau? Oui, monsieur. Oui, docteur, il y a des gens qui, je pense qu'il y a une étudiante qui en attend. On attend. Donc, c'est ce qu'on a appelé le modèle ISLM. Donc, le modèle qui va déterminer l'équilibre conjoint sur le marché de la monnaie, qui est LM, et sur le marché des biens et services, qui est IS. Donc, équilibre, investissement, épargne, offre de monnaie, demande de monnaie. Donc, en introduction, déterminer l'équilibre, c'est comprendre comment se forme au niveau de l'économie dans son ensemble, le niveau de production, le taux de chômage, le niveau des prix et des salaires et le niveau des taux d'intérêt. Donc,
Pour cela, il faut d'abord reconstituer les déterminants de la demande, saisir ensuite les mécanismes dans lesquels ils interagissent avec les facteurs de l'offre. Notre cas d'analyse est le modèle ISLM et est l'étude conjointe des marchés financiers et du marché des biens et services. Modèle essentiel qui, par sa simplicité, saisit une grande partie de ce qui se passe à court terme dans l'économie. Il décrit les conséquences de l'équilibre simultané sur le marché des biens et services et des marchés. Donc voilà, on a plusieurs types de marchés dans l'économie. Donc, dedans, on a un équilibre partiel. Donc, on a plusieurs équilibres partiels sur le marché des biens et services, prix et quantité qui sont offertes sur le marché financier. Croisement offre et demande pour aussi déterminer le niveau du taux d'intérêt. Et puis, le modèle va permettre de mettre en relation ces éléments. Donc, on a vu les différentes composantes de la demande agrégée ou demande globale. Pour qu'on ait un équilibre, il faut qu'on ait croisement entre offre et demande. Donc, pour atteindre l'équilibre, il y a un croisement entre offre et demande. Sur le marché des biens et services, l'équilibre entre offre, donc la quantité de biens et services offerts, et puis la quantité de biens et services demandés. La quantité de biens et services offerts, donc l'offre, c'est la production. La demande, donc la quantité de biens et services demandés, c'est ce qu'on appelait demande globale ou demande agrégée. Et les éléments, on les a vus au fur et à mesure, on a vu la consommation, on a vu l'investissement, mais il y a aussi les dépenses publiques. Donc, voici les trois éléments de la demande globale. Donc, pour que l'équilibre soit atteint sur le marché des biens et services, il faut qu'on ait l'égalité Y égale à C plus I plus G. Voici l'égalité sur le marché des biens et services. Avec les différentes composantes. Donc, avec C qui est la consommation, I qui est l'investissement et G les dépenses publiques. La consommation, on l'a vu avec les différentes formes, avec Keynes. Donc, principalement, on va retenir l'approche keynésienne. Donc, la consommation qui va dépendre du revenu disponible. Comme vous voyez là, consommation égale à C qui est fonction du revenu disponible du taux d'intérêt. Donc, les variations du taux d'intérêt aussi vont impacter le marché des biens et services. Donc, cette relation est une relation positive, on a vu, relation positive entre consommation et revenus disponibles. Si vous vous souvenez, la loi psychologie fondamentale, on a dit qu'au fur et à mesure que le revenu de l'individu augmentait, il augmentait sa consommation, mais pas dans la même proportion, dans une moindre proportion que l'augmentation du revenu. Donc, consommation et revenu vont dans le même sens. Donc, premier élément de la demande globale, la consommation. Le second élément de la demande globale, c'est l'investissement qu'on a vu hier. Donc, l'investissement mesure les dépenses brutes des entreprises et ménages pour accroître leur stock de capital productif ou immobilier. Donc, deux facteurs influencent notamment l'investissement. C'est le niveau des ventes courantes ou prévues. Donc, une entreprise, ça aussi on l'a dit hier, une entreprise qui va décider de produire plus ou moins va ajuster son niveau d'éducation, son niveau d'investissement en fonction du niveau de production qu'elle souhaite avoir. Si elle produit plus, si elle souhaite produire plus, elle va augmenter le niveau de l'investissement. Donc, peut-être passer d'une machine qui produit, si on prend le cas par exemple des bouteilles d'eau, une machine qui produit 20 bouteilles d'eau jour à une machine qui produit 40 bouteilles ou 50 bouteilles d'eau jour. Donc, elle augmente l'investissement par l'acquisition d'un matériel qui peut lui permettre d'atteindre cet objectif.
Mais aussi, comme on a dit, deuxième facteur qui influence, c'est le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt va être aussi un élément important dans le niveau d'investissement qui sera fait, qui doit être fait. Donc, investissement et taux d'intérêt, on a dit, sont des signes contraires. Lorsque l'investissement est élevé, lorsque le taux d'intérêt est élevé, l'investissement est bas. Lorsque le taux d'intérêt est bas, l'investissement est élevé. Donc, les gens font un arbitrage entre investissement en achat de matériel de production et investissement financier, achat ou placement sur le marché financier. Troisième élément de la demande globale, c'est les dépenses publiques. Donc, les dépenses publiques G, pour notre G, sont la troisième composante de la demande agrégée. Dépenses publiques, c'est les dépenses gouvernementales, les dépenses de l'État. Il y a plusieurs approches. Sur la notion de dépenses publiques. Certaines approches qui disent notamment que l'État doit seulement assurer son rôle régalien, donc s'assurer que les individus sont en sécurité, s'assurer que la justice soit pour tous, et ainsi de suite. Il y a d'autres approches qui prônent qu'au-delà de ce rôle régalien, l'État devrait intervenir dans les activités économiques, donc dans la construction de routes, dans la construction de ponts, dans la construction des hôpitaux, et ainsi de suite. Donc, c'est cette troisième composante est aussi un investissement, mais un investissement, comme on a dit, qui émane de l'État. Donc, cet investissement n'a pas pour but le profit, contrairement à l'autre qui a pour but le profit. Pour financer ces activités, donc pour faire ces dépenses, l'État prélève des impôts. L'État prélève des impôts. Il faut noter. Donc, c'est à partir des impôts que l'État va financer les dépenses. S'il n'y a pas d'impôts, l'État n'aura pas les moyens pour construire les routes, pour construire les écoles, pour construire les hôpitaux. Donc, ces deux variables, G et T, ne sont pas directement liés à la production. Les éléments de la demande globale qui sont directement liés à la production, ce sont la consommation et l'investissement. Donc, la demande agrégée est la somme des différents thèmes mentionnés. Donc, la demande agrégée, vous avez la consommation, l'investissement et les dépenses publiques. Comme on le voit ici, consommation, investissement, dépenses publiques. La relation de la demande agrégée saisit ainsi les effets du revenu, des impôts, du taux d'intérêt et de la demande globale sur la dépense globale de l'économie. Elle dépend positivement du revenu puisque la consommation et l'investissement sont tous deux liés positivement à cette variable. Elle dépend négativement du taux d'intérêt. La consommation et l'investissement baissent en cas de hausse des taux d'intérêt. Consommation et investissement sont positivement liés à la demande globale. Donc, lorsqu'on consomme plus, lorsqu'on investit plus, la production augmente. Lorsqu'on consomme plus, la production augmente. Parce que la demande est forte. Lorsqu'on investit plus, on accroît le niveau de production. Donc, relation positive entre investissement et production, entre consommation et production. Et de l'autre côté, lorsque le taux d'intérêt est bas, on a un impact négatif sur les investissements et par ricochet sur la consommation. Puisque si on n'investit pas, il n'y a plus de moyens. Donc, on n'accroît pas le niveau de production. Et si la production ne s'accroît pas, la consommation, bien entendu, aussi ne va pas s'accroître. Donc, il y aura une récession de la consommation et de l'investissement. Donc, voici les trois éléments de la demande agrégée. Demande agrégée ou demande globale.
Après ça, on passe à l'offre, à l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc, comme on a dit, pour qu'on ait l'équilibre, il faut qu'on ait un croisement entre offre et global, et offre globale et demande globale. Ce croisement va permettre de déterminer le niveau de production qui va permettre de satisfaire et les offreurs et les demandeurs, et aussi à quel taux d'intérêt les individus seront prêts à faire des investissements ou pas. Donc, voici l'objectif. Si on note OG, la production totale, donc offre globale, et DG, la demande agrégée ou demande globale, à l'équilibre, on a OG égale à DG. Donc, en macroéconomie, l'offre vendue est nécessairement égale au revenu des agents puisque la production est source de revenus distribués. L'égalité de l'offre et de la demande s'écrit Y, qui représente l'offre globale OG, égale à C plus I plus G. C qui dépend du revenu disponible était égal au revenu nominal moins les taxes. Revenu nominal moins les taxes. I, qui est le taux d'intérêt, qui est l'investissement, qui lui dépend du niveau de production et du taux d'intérêt. Et G, vous voyez, G n'a pas de variable. On l'a dit plus haut, les dépenses publiques sont exogènes au marché des biens et services. Donc, ne dépendent pas du niveau de production. Alors, donc, on a des éléments, on a les différents éléments offre et offre globale et demande globale. Et donc, à partir de là, on peut déterminer notre équilibre. Donc, le revenu sera, qui va égaliser offre et demande sera le revenu d'équilibre. Le taux d'intérêt qui va égaliser offre et demande sera le taux d'intérêt d'équilibre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non, monsieur. J'espère que vous ne dormez pas. Hein? Les gens qui sont connectés, mais ils dorment. On ne dort pas, monsieur. D'accord. Donc, à partir de cet équilibre, on peut déterminer le niveau d'épargne. L'épargne, on l'a dit, c'est l'investissement. L'épargne est constituée à partir de... L'épargne sert à investir. Donc, c'est l'épargne qui est faite par les ménages qui permet aux banques d'avoir des ressources pour se mettre à la disposition des agents économiques dans le but d'investir. Ça, c'est un peu de littérature. Donc, effet d'une hausse du taux d'intérêt. Donc, on a vu, lorsque le taux d'intérêt est élevé, l'investissement est bas. Et donc, le niveau de production aussi va baisser. Lorsque le taux d'intérêt est bas, l'investissement est élevé, donc la production va s'accroître. Donc, ici, vous avez une variation, une baisse du taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt passe de I à G, à I', pardon, I à I'. Vous voyez que la production passe de Y à Y'. Donc, ici, on a une baisse.
On a une baisse de la demande, puisque le taux d'intérêt a augmenté. On a une baisse de la demande, et donc la production va baisser. Donc, relation négative entre taux d'intérêt et production. Donc, à partir de là, il y a la construction de la courbe IS. On verra ça de plus clair quand on va faire les applications. Ce sera plus simple. Pour le moment, il faut comprendre le mécanisme. Comprendre que lorsque le taux d'intérêt est bas, l'investissement est élevé et donc la production aussi est élevée. Lorsque le taux d'intérêt est haut, l'investissement est bas et donc la production aussi va baisser. Pour l'essentiel, la courbe IS est décroissante. Comme vous voyez là, voici la courbe IS est décroissante. Donc, lorsque le taux d'intérêt augmente, la production baisse. Donc, il y a une relation négative entre taux d'intérêt et production. Et donc, la pente de notre courbe est décroissante, est négative, pardon. La pente de notre courbe est négative. Excusez-moi une minute. Allô. N'importe chose.
Toc, toc. Désolé, hein. On est encore sous la pluie alors qu'on avait un devoir qui était prévu aujourd'hui. Donc, ça fait que depuis un moment, c'est les appels des étudiants. Donc, il fallait aller gérer ça. Bon, où on était? Sur le déplacement de la courbe IS? Oui, monsieur. D'accord. Alors, donc, comme je disais, la courbe IS est décroissante. Ça exprime la négativité de la pente de la courbe et par ricochet, la relation inverse qu'il y a entre production et taux d'intérêt sur le marché des biens et services. Donc, cette courbe-là peut se déplacer. Elle peut se déplacer, bien évidemment, lorsque la production change, ou bien une des variables, une des composantes de la courbe va varier. Donc, se déplace parallèlement à elle-même. Mais les déplacements de la courbe IS parallèlement à elle-même, donc vous voyez, pour un même taux d'intérêt, la production peut varier. Cela peut être dû à la variation de l'une des composantes de la demande globale, donc la consommation, l'investissement ou les dépenses publiques. Donc, lorsque l'une des composantes de la variable, l'une des composantes de la demande globale va varier, vous aurez une implication sur la variation, une implication sur la variation de la production. Ici, on a notre premier niveau, IS, pour un niveau de taxe donné. Donc, les taxes et impôts, qu'on a défini comme étant une épargne forcée, un niveau de taxe élevé va réduire la production. Donc, va réduire le revenu disponible, le revenu qui reste au ménage pour consommer, et par ricochet va réduire le niveau de consommation. La consommation étant la demande, si la consommation baisse, bien entendu, le niveau de production va baisser. Donc, s'il y a un taux d'imposition qui est élevé, la courbe IS va se déplacer parallèlement elle-même vers la droite, vers la gauche, pardon. Donc, elle se déplace de la droite vers la gauche. Et donc, ça entraîne une baisse de la production pour un niveau de taxe T' qui est supérieur au niveau initial. Donc, si l'État veut financer ses activités à partir d'une augmentation des impôts, parce qu'on a dit, les dépenses de l'État, c'est G. L'État finance ses dépenses à partir des impôts. Donc, si l'État veut, par exemple, construire 2 hôpitaux et 3 écoles, pour le faire, on l'a vu plus haut, il y a plusieurs moyens pour financer l'investissement. Au lieu de s'endetter, donc au lieu d'aller demander, faire des prêts auprès des bailleurs de fonds, l'État préfère augmenter les impôts, donc accroissement du taux d'imposition. Cet accroissement du taux d'imposition va entraîner une baisse du revenu disponible des ménages. Si le revenu disponible baisse, les ménages auront de moins en moins de revenus pour consommer et donc la consommation aussi va baisser. Si la consommation baisse, vous aurez un impact sur la production qui, elle aussi, va baisser. Donc, la courbe IS va se déplacer. Estimant une baisse, donc va passer de la droite vers la gauche. Si on prend dans le sens de l'analyse contraire, donc dans le sens contraire, si on était à un niveau d'imposition plus élevé et que l'État décide de réduire le niveau d'imposition, la réduction du niveau d'imposition, du taux d'imposition va entraîner une augmentation du revenu disponible, puisqu'on retranche moins de ce revenu-là. Donc, le revenu disponible va augmenter. Le revenu disponible augmentant, les ménages auront plus de revenus pour consommer. La consommation va augmenter,
et donc la production aussi va augmenter. Donc, on aura plutôt un déplacement de la courbe IS de la gauche cette fois-ci vers la droite. Donc, voici les déplacements possibles, influencés par les éléments de la demande globale. Ça, c'était sur le marché des biens et services. Sur le marché de la monnaie, courbe LM, marché de la monnaie, marché financier. Donc, on a la demande de monnaie. On a dit pour avoir l'équilibre, pour avoir le croisement, pour avoir l'équilibre, il faut faire le croisement entre offre et demande. Donc, on a la demande de monnaie qui émane des ménages et puis on a l'offre de monnaie. Donc, on a la demande de monnaie qui émane des ménages. Demande de monnaie qui émane des ménages. Et on a l'offre qui émane de la Banque centrale. Les individus demandent la monnaie pour 3 motifs. Vous l'avez vu, lesquels? Originel. Original n'est pas là. Cornelia. Monsieur? Oui, les individus demandent la monnaie pour 3 motifs. Lesquels? Monsieur, je ne sais pas, ma connexion avait un problème, monsieur. Je n'écoutais pas bien. Ne suivez pas. Monsieur, ma connexion avait un problème. Je n'écoutais pas bien ce que vous étiez en train de dire. Loïs. Loïs, oui, je t'écoute. Personne ne répond. Vous l'avez vu, non? En introduction à l'économie. Monsieur, on n'entend pas ce que vous dites au fait. Comment? On n'entend pas bien ce que vous dites. Vous n'entendez pas bien? Oui, monsieur. Pourtant, je parle fort. Sous la pluie qui s'abat ici. Monsieur, c'était quoi la question, s'il vous plaît? Les individus demandent la monnaie pour 3 motifs. Lesquels? Monsieur, On peut demander la monnaie pour investir. Faire les échanges. Oui. Oui, qui a la réponse? Je vous écoute. Monsieur? Oui. Monsieur, la demande de monnaie a plusieurs objectifs. La demande de monnaie fait quoi? Elle a plusieurs objectifs, monsieur. Mais Elle dit 3 objectifs. La demande de monnaie. Et monsieur, Elle a 3 objectifs, oui. C'est quoi les objectifs? on peut monsieur, demander pour de l'achat la des monnaie biens, pour investir. Comment? achat du bien. Achat de quel bien?
Mais vous n'avez pas vu les motifs de demande de monnaie? Ah, Monsieur Pou. Comment? non. Non. Si, vous avez vu. Oh, Monsieur, on n'a pas vu. Introduction à l'économie, vous avez vu. Je n'ai pas fait la B, je n'ai pas vu ça. Il y en a qui n'ont pas fait la B. Les individus demandent la monnaie pour 3 motifs. Motif de transaction, donc acheter des biens et services. Les échanges. Motif de précaution, pour se prévenir de l'avenir. Et puis motif de spéculation pour faire des placements sur le marché financier. 3 motifs. Ça, vous n'avez pas vu? Non. 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 C'est pas vrai. Si vous retournez dans votre cours de introduction à l'économie, vous allez voir ça là-bas. Oui, c'est Monsieur, moi qui vous retourne. avez dit transaction, précaution et Spéculation. Donc, motif de transaction. Motif de transaction, achat des biens et services. Donc, les gens demandent la monnaie pour 3 motifs, principalement. Transaction, pour l'achat des biens et services. Et précaution, pour se prémunir des imprévus. Et puis, spéculation, pour faire des placements sur le marché financier. C'est bon? oui, monsieur. Donc, voici les éléments de la demande de monnaie. La demande de monnaie a 3 composantes. Demande pour motif de transaction, demande pour motif de spéculation et demande pour motif de précaution. Donc, ces 3 éléments constituent la demande de monnaie. Donc, pour avoir la demande globale, il faut additionner ces 3 facteurs. L'offre, comme je le disais, l'offre émane des institutions financières, notamment de la Banque centrale. C'est la Banque centrale. Comment on appelle la Banque centrale en Afrique de... Monsieur, Oui. Banque centrale. Oui, c'est quoi la dénomination? Banque des États de l'Afrique centrale. Banque des États de l'Afrique centrale. C'est ça? Oui, c'est la Banque des États d'Afrique centrale. OK. Donc, c'est cette institution qui détermine l'offre de monnaie dans l'union monétaire qui est constituée par les États de l'Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, c'est la BCEAO qui détermine l'offre de monnaie. Donc, le niveau de l'offre ne dépend pas des pays ou des ménages. Donc, on dit que l'offre est exogène au marché de la monnaie. Exogène, donc, ne dépend pas. Donc, vous avez d'un côté l'offre et puis vous avez de l'autre côté la demande. L'offre avec les différentes composantes. Donc, sur le marché de la monnaie, on a vu, le marché de la monnaie est fortement influencé par le taux d'intérêt. Le marché financier est fortement influencé par le taux d'intérêt. Et donc, une hausse du revenu entraîne un taux d'intérêt, une hausse de la demande de monnaie. L'offre de monnaie étant fixe, cela conduit à une hausse du taux d'intérêt d'équilibre. Donc ici, ça c'est la demande. La demande, elle est une droite qui coupe l'axe des abscisses, mais parallèle à l'axe des ordonnées, pour montrer que cette demande-là est exogène au marché, donc ne dépend d'aucune des variables, que ce soit la production ou le taux d'intérêt. Mais par contre, la demande de cette courbe, là, la demande est fonction de la production, mais aussi du taux d'intérêt. Donc ça, c'est l'équilibre sur le marché de la monnaie. On a vu plus haut l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc l'équilibre sur le marché de la monnaie détermine la masse monétaire en circulation, le niveau de masse monétaire en circulation et le niveau de taux d'intérêt déterminé. L'équilibre sur le marché des biens et services détermine
la quantité de production et le taux d'intérêt de ce niveau-là. Donc, on a le niveau sur le marché des biens et services. On a le niveau de taux d'intérêt qui détermine l'équilibre sur le marché des biens et services, donc équilibre croisé entre offre et demande de biens et services. Donc, une fois qu'on a ces deux équilibres de façon distincte, on peut déterminer l'équilibre ISLM qui sera l'équilibre global. Donc ici, vous avez les relations des deux équations. Donc, IS, donc Y égale à C plus I plus G. Et puis LM égale à la masse monétaire, donc l'offre égale à la demande. Motif de précaution, spéculation et ainsi de suite. L'équilibre sur le marché des biens indique la production et une fonction décroissante du taux d'intérêt. L'équilibre sur le marché financier implique que le taux d'intérêt est une fonction croissante de la production. Le seul marché des biens financiers, l'équilibre auquel marché des biens et marché financier sont simultanément en équilibre est le point A. Donc ici, voici notre point ici. Équilibre ISLM. Donc vous avez, on a vu la courbe LM qui est croissante, la courbe IS qui est décroissante. Et donc, vous avez l'équilibre conjoint sur les deux marchés, donc équilibre global ISLM. Cet équilibre va déterminer le niveau de production d'équilibre Y étoile ou Y star et le taux d'intérêt d'équilibre I étoile ou I star. Quand on a fini de faire tout ça, l'objectif pour le macroéconomiste, c'est d'analyser les différentes politiques, donc de proposer des politiques qui permettent, en cas de déséquilibre, de revenir à l'équilibre macroéconomique. Et donc, c'est à partir de ce modèle ISLM que les macroéconomistes vont faire des prévisions, vont faire des propositions de politique économique pour que l'économie arrive à un certain niveau de stabilité ou arrive à répondre à ces différentes préoccupations. Donc ici, on a cet équilibre. Si d'aventure l'équilibre se déplace, les macroéconomistes auront pour rôle de proposer des éléments en agissant soit sur le marché de la monnaie ou sur le marché des biens et services pour permettre que l'équilibre revienne là où il était avant le choc. Aujourd'hui, on connaît la crise du coronavirus. L'équilibre est complètement bouleversé avec les prévisions macroéconomiques qui sont complètement bouleversées. Les niveaux de PIB souhaités qui ne seront pas atteints parce que la production n'a pas suivi comme c'était prévu. Et donc, actuellement, tout ce qui est fait, le rôle des macroéconomistes, c'est de proposer des solutions, proposer des éléments, des facteurs sur lesquels il faut jouer pour permettre que l'équilibre ou bien l'équilibre souhaité puisse être atteint peut-être à 80% ou à 90%, même si on ne peut pas atteindre les 100%. Donc, avec la crise, il y a des emplois qui sont perdus, il y a des niveaux de revenus qui étaient prévus qui ne seront jamais atteints, il y a des
des infrastructures qui étaient prévues en construction, les travaux ont été stoppés. Donc, vous voyez que toute l'économie dans son ensemble a été bouleversée. Et ça bouleverse l'équilibre global dans l'économie. Donc, à partir de là, proposer des solutions qui touchent au marché de la monnaie, on dit qu'on fait une politique monétaire. Par contre, proposer une solution qui touche au marché des biens et services, on dit qu'on fait une politique budgétaire. Sur la politique, sur le marché de la monnaie, on l'a dit, l'offre de monnaie étant exogène, c'est sur la demande seulement qu'on peut jouer. L'offre de monnaie étant exogène, c'est sur la demande qu'on peut jouer. Et donc, généralement, ce que les gens font, selon ce que les États ont tendance à faire, c'est de jouer sur le marché des biens et services. Parce que là, c'est eux qui peuvent jouer sur les différentes composantes de la demande globale pour permettre qu'on puisse agir sur le marché des biens et services. La politique budgétaire émane des États, mais la politique monétaire, comme on l'a dit, est seulement réservée aux institutions financières, notamment aux banques centrales. Donc, si on veut agir sur le marché de la monnaie, c'est forcément la Banque centrale qui va décider d'augmenter ou de réduire l'offre de monnaie en circulation. Augmenter l'offre de monnaie, c'est faire une politique monétaire expansive ou expansionniste. Diminuer la masse monétaire en circulation, c'est faire une politique monétaire restrictive. Sur le marché des biens et services, augmenter les impôts et les taxes, mais augmenter les dépenses publiques, sachant que les dépenses publiques sont financées par les impôts, c'est faire une politique budgétaire expansionniste. A contrario, réduire les dépenses publiques, par ricochet, réduire les taxes, c'est faire une politique budgétaire restrictive. Donc, voici les différents leviers sur lesquels jouent les macroéconomistes pour permettre que l'économie retrouve son équilibre dans le temps. Donc, là, c'était de façon résumée. Vous avez les différents éléments dedans. Donc, la politique budgétaire. À quel moment on parle de politique budgétaire? À quel moment on parle de politique monétaire? Donc, ces différentes politiques, bien entendu, ont un impact sur le déplacement de la courbe, que ce soit la courbe IS que la courbe LM. Donc, comme on l'a dit, la politique budgétaire touche principalement la courbe IS. Donc, on ne modifie pas les données sur le marché de la monnaie, mais on modifie les données au niveau du marché des biens et services. Ici, la flèche qui descend exprime un déplacement vers le bas de la courbe IS. Si la courbe IS se déplace vers le bas, ça veut dire qu'on a fait une politique budgétaire restrictive. Donc, on réduit. Restrictive. Donc, vous constatez avec moi que réduire une politique budgétaire restrictive, c'est réduire le niveau de production. Donc, vous constatez qu'on passe de Y et on va vers la gauche, Y et Y'. Donc, la production a baissé. Ça veut dire que la production a baissé. La politique budgétaire restrictive, c'est dire que l'État a décidé d'accroître les impôts. Vous voyez que le marché, la courbe LM ne se modifie pas. C'est la courbe IS qui se modifie. Sur le marché de la monnaie, donc un autre exemple, où on fait une politique monétaire expansionniste. Donc, on accroît l'offre de monnaie en circulation.
La courbe IS, qui est la courbe qui décroît, reste fixe. Et c'est plutôt la courbe LM qui se déplace vers le bas, avec un accroissement de la production. Accroissement de la production et baisse du taux d'intérêt. Ici, vous avez un tableau récapitulatif. Un tableau récapitulatif des déplacements. Donc, lorsqu'on fait une politique budgétaire expansionniste, on fait une politique budgétaire restrictive. Vous avez les déplacements des courbes IS, des courbes LM, le mouvement du produit et puis déplacement du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est élevé ou bien le taux d'intérêt est bas. Juste un résumé pour vous permettre de fixer. Maintenant, une autre méthode aussi, très souvent, c'est que les gens font un mix des deux politiques. Donc, en même temps, une politique budgétaire et une politique monétaire. Donc, pour permettre qu'on puisse atteindre l'équilibre. Et le plus souvent, c'est ce qui est fait. La combinaison. C'est pas la chose. C'est que quand tu as la grande terrasse là-bas, le premier. Il y a une petite pièce bizarre là, c'est quoi? La combinaison des politiques monétaires et budgétaires, appelée policy mix. Donc, ça permet d'atteindre le même but que les autres. Donc, on peut faire, par exemple, une politique, comme on a dit ici, politique monétaire expansionniste pour annuler les effets pervers d'une contraction budgétaire sur les dépenses publiques. Donc, en même temps, une politique budgétaire expansionniste pour permettre d'avoir l'équilibre souhaité. Parfois, le policy mix peut résulter des tensions ou d'un désaccord entre le gouvernement qui dirige la politique budgétaire et la Banque centrale qui dirige la politique monétaire. Par exemple, si la Banque centrale désapprouve une expansion budgétaire qu'elle juge désastreuse, elle peut opérer une contraction monétaire pour annuler certains effets sur l'activité du pays. L'activité que font les différents pays au niveau des politiques qui sont mises en place. Donc, voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur l'équilibre conjoint ISLM. Est-ce que vous avez des questions? Hier, on avait une fiche. Il y avait une fiche qui était en cours. Donc, je vous enverrai ça avec un chapitre bon, qui parle un peu, chapitre précédent qui parle un peu des différents éléments de la demande globale. Ça aussi, je vous enverrai pour que vous puissiez lire. Et puis, je pense que ça sera bon pour la macro. Question? Non, monsieur. Comment non? Après, vous dites que vous ne comprenez pas. Monsieur? Oui? Je ne suis pas connu. Vous n'avez pas de questions? Non, monsieur. Même celle qui est venue aujourd'hui, comment elle s'appelle? Est-ce qu'elle est là? Victoria, c'est ça? Victoria a dit qu'elle était venue aujourd'hui. Non, c'est Ibondo, c'est ça, non? Oui, monsieur. C'est le premier cours. Pour nous? Bon, si vous n'avez pas de questions. Comment? Monsieur, on va bien encore regarder lorsqu'on aura le support, monsieur. D'accord. Donc, ça vous permettra de bien fixer les idées. Et puis, on va faire est-ce que M. Ouma est là? Oui, docteur. Oui, alors, quel jour on pourrait avoir la séance de travaux dirigés?
Bon, pour le moment, il ne restait qu'une semaine de cours, qui sera la semaine prochaine. Ils seront moins chargés. Donc, vous pouvez nous dire quand est-ce que vous pouvez être disponible. Comme ça me permet de faire la programmation uniquement de TD. D'accord. Donc, pour qu'on soit plus à l'aise, on va mettre peut-être 2 jours. 2 jours, 1 jour, ça dépend d'eux. Hein. Eux, ils sont à la maison. Le planning que j'organise, normalement, ils ont un peu de temps avant que Snell arrive. D'accord. Donc, peut-être qu'on peut mettre, cette fois-ci, on va mettre lundi après-midi. Merci, monsieur. Après-midi, à partir de quelle heure? Lundi, quoi? Pour qu'il soit 15 h là-bas, il faut que, quelle heure ici? 14 h? D'accord. Donc, on va dire 15 h. Bon, on va dire 14 h GMT. 14 h, 16 h. 14 h, 16 h. Et puis, mercredi, 14 h, 16 h. Ok, en tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème, mais c'est la gestion qui va poser problème parce que le temps que je quitte pour rentrer à la maison, c'est à 15 h que je quitte le bureau. Ah, c'est à 15 h que vous quittez? Oui, donc lancer la réunion et quitter, ben, ça sera un peu compliqué. Ça sera compliqué. Donc 15 h là-bas, c'est ça? Oui, 15 h d'ici. Donc 2 h, ça vous fait quoi? Donc, il faut qu'on démarre à 13 h. Oui, 13 h d'ici, je pense que ça pourra Donc, à 13 h sera midi ici. OK. C'est bon? Ou bien si vous voulez, on peut démarrer à 11 h. Parce qu'en fait, j'ai des cours ici lundi et mercredi de 8 h à 10 h. Donc, on peut commencer 1 heure après, même 2 h. Voilà, donc 11 h. OK, ça marche. Donc, lundi 11 h, mercredi 11 h. D'accord. Donc, je note déjà lundi et mercredi à la même heure. Mais à la même heure, séance de TD et puis on aura fini. Comme ça, le vendredi, je donne un travail qu'ils vont rendre comme pour la micro, là, le dimanche. Et puis après ça, on verra comment organiser les examens, là, c'est vous. Vous verrez comment organiser ça. Il ne faut pas nous corser. Tu pleures déjà? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué, c'est des choses simples. On veut les choses simples. Parce que Esnet sera avec eux pendant 2 semaines, donc moi-même, j'ai un dernier cours avec eux. D'accord. Ok, non, ça marche. Donc, on fait lundi 11 h, mercredi 11 h. 11 h, d'accord. Vendredi, dans le courant de la journée, je donne le devoir à rendre le dimanche soir. Et puis, je pense que dans la semaine, je vous enverrai les notes de micro aussi. D'accord. Bon, donc, essayez de travailler déjà la fiche que je vous ai donnée. Je vous enverrai une autre fiche ce soir aussi sur ce qu'on a vu, demande globale, IS et puis LM, et puis l'équilibre conjoint. Comme ça, on traite tout ça lundi et mercredi, et puis on a fini. Ok, monsieur. Il n'y a pas de questions. On se dit à plus tard. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui va? La Y. Monsieur, à lundi? D'accord. Merci beaucoup, docteur. Ok, si vous avez des préoccupations, mon mail, vous pouvez m'écrire, on va voir comment répondre. Oui, monsieur. Et travaillez-nous le TD. Voilà, travaillez votre TD aussi. Ah, mais moi, j'ai terminé, envoyez l'autre, monsieur. Ok, bonne journée. Merci, docteur. Merci. Bonne journée à vous. Merci.